Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des fractures de la scapula. La présentation a été réalisée par le Dr Daphné Geoffry sous ma direction. Les fractures de la scapula sont relativement rares. Elles concernent 1% de toutes les fractures. Il s'agit en majorité d'adultes jeunes d'âge moyen entre 30 et 40 ans et touchent plus fréquemment les hommes. Il s'agit le plus souvent de traumatismes à haute énergie. Il existe donc dans 90% des cas des lésions associées, avec 80% de traumatisme thoracique, 50% de traumatisme crânien, 25% de traumatisme rachidien. La fracture est non diagnostiquée dans 13% des cas initialement, avec une prise en charge orthopédique retardée ou négligée du fait de l'engagement du pronostic vital les premiers jours. L'anatomie de la scapula est assez complexe. Tout d'abord, d'un point de vue osseux, elle est constituée de nombreux reliefs. Le corps de la scapula, avec un pilier latéral, un pilier médial et au centre une écaille très fine. La glène, qui est la surface articulaire avec la tête de l'humérus, elle est reliée au corps par le col de la scapula. Puis il existe différents processus. Ici, l'épine de la scapula. En arrière, l'acromion. Et en avant, le processus coracoïde. La répartition des fractures est la suivante, avec 45% atteignant le corps de la scapula, 25% touchent le col, 11% l'acromion, 10% touchent la surface articulaire glénoïdale, et enfin 9% touchent la coracoïde. Le complexe de suspension du membre supérieur est un assemblement de structures permettant la liaison entre le membre supérieur et le tronc. Il est constitué d'éléments osseux et ligamentaires. On retrouve ici la clavicule, le ligament acromioclaviculaire, l'acromion, la glène ou son col, la coracoïde et les ligaments coracoclaviculaires. S'il existe une rupture de cet anneau en 2 points, alors on considère que l'épaule est flottante. Le plus fréquent est l'association d'une fracture du col de la scapula et de la clavicule, mais on peut aussi retrouver par exemple une disjonction acromioclaviculaire avec une fracture de la coracoïde. La scapula est située dans un environnement musculaire puisqu'elle est le lieu de 18 insertions tendineuses permettant la mobilité scapulothoracique et gléno-humérale. On retrouve les muscles de la coiffe des rotateurs recouvrant une grande partie de la scapula en profondeur. Il y a 3 muscles puissants. Le grand dentelé qui est le principal moteur de l'articulation scapulothoracique avec une large insertion sur le pilier médial et antérieur de la scapula. Et sur l'épine et l'acromion, on retrouve le trapèze et le deltoïde. Et les nombreux autres muscles de l'articulation scapulothoracique et gléno-humérale qui sont les suivants: le tendon conjoint, le petit pectoral, le triceps, l'élévateur de la scapula, l'omoïoïdien, le rhomboïde, le grand dorsal et le grand rond. Cette vue antérieure permet d'illustrer l'environnement musculaire de la scapula. Enfin, il existe des rapports étroits entre la scapula et les nerfs. Lors des fractures, le nerf axillaire et le nerf suprascapulaire sont les plus à risque de lésion. Le nerf suprascapulaire passe sur la face postérieure de la scapula une fois sorti de l'incisure suprascapulaire, puis il chemine le long de son corps. D'autres atteintes nerveuses sont possibles par la proximité du plexus brachial. Celui-ci est atteint dans 5 à 10% des cas, dont la majorité sont des neurapraxies. Nous allons maintenant parler du bilan d'imagerie, avec d'abord des radiographies standards. La radiographie de thorax doit toujours être réalisée, car comme dit précédemment, il existe 80% de traumatisme thoracique associé. Puis on réalise les incidences classiques avec l'épaule de face et de profil. On peut également réaliser des incidences complémentaires type Bernageau ou profil axillaire. Elles sont cependant peu réalisées car le patient est rapidement dirigé vers une imagerie de coupe. Le scanner est l'imagerie de référence. Il est réalisé pour caractériser toutes les fractures de l'omoplate. Les reconstructions 3D sont indispensables pour comprendre le déplacement de ces fractures comminutives. L'IRM, lui, n'a pas de place dans le bilan. Beaucoup de chirurgiens ont classifié les fractures de la scapula pendant les années 90, avec en premier celle de Euler et Habermeyer, avec 4 stades pour classifier tous les types de fractures. Le groupe A regroupe les fractures du corps, divisées en A1 pour un trait unique et A2 multifragmentaire.
Le groupe B pour les fractures des processus, divisé en type 1 pour l'épine, type 2 pour la coracoïde et 3 pour l'acromion. Le groupe C pour les fractures du col extra-articulaire, divisé en groupes 1 et 2 selon la distance avec l'interligne articulaire. Et enfin le groupe D pour les fractures articulaires, séparé en type 1 pour les articulaires purs et en type 2 avec un refend qui est soit dans le col, soit dans le corps ou dans la base de la coracoïde. Ensuite, Kuhn a lui classé en 3 catégories les fractures de l'acromion. Le stade 1 pour les fractures peu ou pas déplacées, le stade 2 pour les fractures déplacées mais sans atteinte de l'espace sous-acromial, et le stade 3 des fractures déplacées avec atteinte de l'espace sous-acromial. Heidelberg a lui classé les fractures articulaires de la glène en 6 stades, le type 1 étant les lésions antéro-inférieures de la glène avec un risque d'instabilité gléno-humérale. Les types 2 sont des fractures emportant une partie du pilier latéral, elles peuvent être transverses ou obliques. Les types 3 sont des fractures emportant la base de la coracoïde. Les types 4 sont des fractures qui divisent la scapula en deux en passant par la glène. Les types 5 sont une association du type 2 et du type 4. Et enfin le type 6 qui est une fracture communitive de la glène. Ayres, lui, a cette fois classé les fractures de la coracoïde en 5 stades. Le stade 1 est une fracture de la pointe de la coracoïde. Le stade 2 est une fracture du centre de la coracoïde. Le type 3 de la base. Le type 4 touche la partie supérieure du corps de la scapula. Et enfin le type 5 qui emporte la fosse suprascapulaire. Les types 4 et 5 sont les plus à risque de déplacement. Enfin, Ogawa a simplifié cette classification en type 1 pour les fractures proximales au ligament coracoclaviculaire et en type 2 distales au ligament coracoclaviculaire. Bartonisek a également réalisé une classification des fractures articulaires de la glène. Le type 1 est une fracture du pôle supérieur de la glène. Le type 2, une fracture antérieure. Le type 3, une fracture postérieure. Le type 4, une fracture inférieure. Et le type 5, touchant la glène dans son ensemble. À lui classifié en 3 stades les fractures de l'acromion. Le stade 1 est une fracture de la partie antérieure de l'acromion. Le stade 2, une fracture qui est postérieure à l'articulation acromioclaviculaire. Et le stade 3 qui est une fracture postérieure de l'acromion ou de l'épine. Enfin, la classification de Lao réalisée par le docteur Odiger. Les fractures sont catégorisées en F0 si elles sont extra-articulaires et F1 si elles sont intra-articulaires. Puis il est ajouté le code B s'il existe une extension au corps de la scapula. Celle-ci peut être supérieure, médiale ou latérale. On y retrouve les traits uniques avec une implication de la fosse glénoïdienne, les traits multiples avec également implication de la fosse glénoïdienne, et les traits multiples, cette fois sans implication de la fosse glénoïdienne. Toutes les classifications citées ne permettent pas d'en déduire clairement une attitude thérapeutique en fonction des différents stades. Le docteur Armitage et l'équipe du docteur Cole a mis en place une évaluation du déplacement des fractures du corps et du col avec pour but de fixer des critères chirurgicaux. Il a retenu 3 mesures à analyser. Tout d'abord, l'angle glénopolaire qui correspond à l'angle entre l'orientation de la surface articulaire et l'axe du pilier latéral de la scapula. En l'absence de fracture, celui-ci est supérieur à 40 degrés. Les études montrent une corrélation entre la diminution de l'angle glénopolaire et les résultats fonctionnels défavorables. Il a été retenu qu'un angle inférieur à 20 degrés était donc une indication chirurgicale. La deuxième mesure est celle du déplacement médial. On mesure au scanner la distance de la médialisation horizontale. Si ce déplacement est supérieur à 2 cm pour le corps ou 1 cm pour le col, alors il existe une indication chirurgicale. La dernière mesure est la déformation angulaire qu'on analyse sur une vue de profil. Si cette déformation est supérieure à 45 degrés, alors il existe une indication chirurgicale. L'algorithme décisionnel face à une fracture de la scapula est donc le suivant.
On recherche tout d'abord sur les imageries de coupe une éventuelle indication chirurgicale. Pour le corps et le col, il s'agit des 3 mesures citées précédemment, l'angle glénopolaire, la médialisation et la déformation angulaire. En cas de fracture du processus coracoïde ou de l'acromion, il existe une indication chirurgicale en cas de déplacement supérieur à 1 cm. En cas de fracture de la glène, l'indication est formelle en cas de marche articulaire supérieure à 4 mm. Enfin, en cas d'épaule flottante, les critères chirurgicaux précédemment doivent être adaptés puisqu'il a été démontré qu'il existe une plus forte incidence de pseudarthrose en cas de fracture peu déplacée non opérée. Il faut donc, en cas de personnes notamment jeunes, ne pas hésiter à s'orienter vers un traitement chirurgical. Si le patient présente un ou plusieurs de ces critères, alors une chirurgie sera proposée à partir du moment où il existe une demande fonctionnelle sur le membre supérieur. S'il n'existe aucun critère chirurgical ou que le patient est âgé ou comorbide, alors il s'agira d'un traitement orthopédique. Le traitement orthopédique est de loin le plus réalisé, puisque 90% des fractures de la scapula sont non déplacées. Celui-ci consiste à une immobilisation par une écharpe coude-au-corps pendant 2 à 3 semaines et à une rééducation précoce qui peut être démarrée par des mouvements passifs dès la sédation des douleurs, puis active dans toute l'amplitude à partir de 4 semaines. Pour le traitement chirurgical, il existe 2 grandes modalités, soit l'ostéosynthèse à foyer ouverte qui est largement la plus utilisée. 3 grandes approches sont possibles, antérieure, postérieure ou supérieure selon la zone à opérer. L'ostéosynthèse percutanée, elle, n'est pas recommandée, sauf en cas de contrôle arthroscopique associé. Cette intervention permet de contrôler parfaitement la réduction en cas de fracture articulaire. Il existe donc plusieurs possibilités selon la fracture et selon sa localisation. Pour les fractures de la glène, du corps ou du col, on peut réaliser un abord antérieur ou postérieur. L'abord antérieur lui consiste à une voie deltopectorale qui est largement utilisée en pratique courante dans la chirurgie de l'épaule. L'incision part de la pointe de la coracoïde en suivant le sillon entre le muscle deltoïde et le pectoral. Une fois le sillon ouvert, on retrouve le fascia clavideltopectoral qui laisse apparaître le tendon conjoint. Il permet déjà l'accès au processus coracoïde en cas de fracture de celui-ci. En reclinant le tendon conjoint, on tombe sur le tendon et le corps musculaire du sous-scapulaire. Celui-ci peut être splitté pour atteindre la capsule puis l'articulation. Si l'exposition de la glène ou du col est insuffisante, alors il peut être réalisé une ostéotomie de la coracoïde. Cette voie antérieure permet facilement de fixer une fracture de la partie antérieure de la glène, par exemple par vissage. Et il s'agit également de l'abord idéal pour un vissage de la coracoïde. L'abord postérieur, lui, est à privilégier pour toutes les fractures étendues au corps, au col ou à la partie postérieure de la glène. Il existe plusieurs types d'abords. Il peut être, comme ici, centré uniquement sur le pilier latéral. Cet abord est réservé aux fractures du col uniquement, pouvant être synthésées par une plaque unique. Lorsque la synthèse doit être plus étendue, alors il faut privilégier la voie de Judée représentée ici. Elle permet une ostéosynthèse complète de la scapula par de multiples plaques. Enfin, en cas de synthèse de l'acromion ou du quart externe de la clavicule, il faut plutôt se diriger vers un abord supérieur. La voie supérieure, à proprement parler, est directement centrée sur l'acromion. Un simple split du deltoïde sur la pointe de l'acromion permet sa synthèse. L'autre possibilité est de réaliser une saber cut qui est plus transversale et permet une synthèse de l'acromion, de la clavicule, mais peut aussi être étendue en antérieur vers la coracoïde. Il existe plusieurs possibilités pour la synthèse de l'acromion. Il peut s'agir d'un vissage au banage ou d'une ostéosynthèse par plaque. Les complications retrouvées lors des fractures de la scapula sont classiquement l'arthrose précoce post-traumatique en cas de marche articulaire. La pseudarthrose est une complication plutôt réservée au traitement orthopédique de fractures déplacées. Elles sont très rares, voire inexistantes après une ostéosynthèse,
et inversement très fréquente sur une épaule flottante déplacée non opérée. L'instabilité touche surtout les jeunes avec une forte demande fonctionnelle en cas de fracture ou de perte de substance glénoïdienne antéro-inférieure. Elle peut être aggravée par une atteinte du muscle sous-scapulaire lors d'une prise en charge chirurgicale par voie antérieure. Il existe un risque non négligeable d'atteinte nerveuse iatrogénique suite à une intervention chirurgicale. Il existe un risque pour le nerf axillaire pour tout abord antérieur ou geste sur la partie inférieure de la glène. Un risque pour le nerf musculo-cutané en cas de coracotomie. Il existe également un risque important pour le nerf suprascapulaire en cas d'ostéosynthèse postérieure, entraînant une amyotrophie du muscle infraépineux déjà bien lésé par la fracture. En cas de lésion associée du nerf suprascapulaire et du nerf axillaire, il existera une impotence fonctionnelle majeure pour le patient. Il est important de rester critique sur la prise en charge des fractures déplacées de la scapula, car il existe un manque important de grandes études, tout simplement par manque de recrutement. Les fractures de la scapula représentent 1% des fractures, réparties en 6 localisations différentes et dont 90% sont non déplacées. Chaque étude sur un traitement chirurgical représente donc une dizaine de cas. Les critères chirurgicaux présentés ici sont poussés à l'extrême. Les études ne permettent pas de statuer sur le bénéfice apporté en cas de synthèse sur des fractures moyennement déplacées. En conclusion, il existe un seul grand type de patient, l'adulte jeune ayant subi un traumatisme à haute énergie. On retrouve 2 types de traitements, soit orthopédique par une écharpe coude au corps, soit chirurgical. Il existe 3 abords chirurgicaux, soit antérieurs, soit postérieurs ou supérieurs. Et enfin, 4 grandes complications, l'arthrose, la pseudarthrose, l'instabilité ou la lésion nerveuse iatrogénique. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne OrthoStream. Merci.